aujourd'hui, si nous nous retrouvons, c'est pour profiter de cette période pour apprendre beaucoup de choses concernant le web marketing, que vous soyez en mesure derrière de le mettre au service de votre entreprise et pour produire un maximum de valeur. Je rappelle que ce webinaire est organisé en partenariat avec le réseau Entreprendre et nous sommes aujourd'hui réunis entre membres de ce réseau et on les remercie donc pour ce partenariat. Pour ce webinaire, surveiller et optimiser les réputations de son entreprise. Alors, pour rappel, l'intégralité de ce webinaire pourra être retrouvée sur la chaîne YouTube de Pilotine. Et Julien, qui est ici présent aujourd'hui parmi nous, vous fera parvenir par email la vidéo ainsi qu'éventuellement la présentation et d'autres éléments qui pourraient vous servir par la suite pour mettre en application tout ce qu'on aura vu ensemble. Donc aujourd'hui, pour ma part, Paul Fresnel, je suis consultant web marketing et formateur pour l'agence Pilotine. Mon métier consiste essentiellement à accompagner tout type d'entités et d'entreprises dans l'utilisation des outils du web pour atteindre leurs objectifs avec avec un gros aspect autour du social media, de l'emailing, du référencement naturel, du référencement payant. Tout ça pour concourir notamment à les réputations en ligne des entreprises. Pilotine, pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, est une agence lyonnaise spécialisée dans la création de sites WordPress et dans le conseil digital, sur lequel moi je vais me concentrer. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui, dans mes tâches quotidiennes. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? On va faire une courte introduction pour évaluer un petit peu les enjeux de l'e-réputation en 2020. Un focus sur l'e-réputation qui influence le business avec quelques cas d'études, les différents points qu'il faudra surveiller pour ensuite être en mesure d'optimiser son e-réputation, les différents outils de monitoring, je reviendrai sur ce terme un petit peu plus tard, et quelques techniques pour générer des avis positifs que vous pourrez mettre que vous pourrez utiliser directement après ce webinaire, pour ceux qui aimeraient s'y mettre tout de suite. Alors, l'e-réputation, qu'on soit tous d'accord, c'est la perception des internautes d'une personne, d'une marque ou d'une entreprise. Elle est influencée par l'ensemble des conversations digitales au sens large. On verra ensemble au cours de ce webinaire où est-ce qu'on peut retrouver ces différentes conversions digitales dans lesquelles l'entité est mentionnée. À partir du moment où l'entité n'est pas mentionnée, il y a normalement aucune influence sur la réputation en ligne. Alors, je mentionne bien la perception d'une personne également. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on va se focus sur les entreprises. Ça n'empêche que la semaine dernière, nous avons réalisé un webinaire sur LinkedIn qui aborde ce sujet d'e-réputation et de personal branding, le fait de se constituer une marque personnelle pour être en mesure de constituer son e-réputation. Aujourd'hui, toutefois, on va vraiment se focus sur la situation des entreprises. Petit historique du terme e-réputation. Alors, il faut savoir que c'est assez récent, hein, ça a suivi l'évolution du web. C'est apparu dans les années 90, à partir du moment où, en fait, il a commencé à avoir de vraies interactions entre les utilisateurs d'une part et les sites web d'une autre. C'est-à-dire qu'auparavant, avant les années 90, on se connectait sur Internet pour prendre de l'information. Il n'y avait aucun échange entre les utilisateurs et les sites web. Mais à partir des années 90, il a commencé à avoir le début des forums, des commentaires, des échanges entre utilisateurs. Et là, il y a une réelle prise de conscience de la part des entreprises qu'il faut la protéger. Dès 2001, la naissance du terme e-réputation, théorisé par Shannon Davis, des théoriciens américains. Bien entendu, les Américains passent toujours par là avant les autres en tout ce qui concerne le web marketing. C'est pour ça que je vous recommanderais toujours, si vous avez la possibilité, de vous intéresser à des articles anglophones qui ont toujours une petite longueur d'avance dans certains cas. Des entreprises spécialisées se développent, et notamment des agences. À partir de entre 2007 et 2011, la demande des marques s'accentue, l'offre se structure. On voit de plus en plus fleurir sur le web des agences spécialisées dans la réputation en ligne, prodiguant des services d'optimisation de la réputation, d'analyse, de surveillance.
pour en 2012 voir apparaître un nouveau buzzword, donc un mot très très utilisé, souvent à tort et à travers, qui est le monitoring. Le monitoring, c'est un terme qu'on va retrouver sur tous les métiers du web, ou non d'ailleurs, qui consiste à surveiller à surveiller et à gérer justement les différents points de contact, de friction, en tout cas qui pourraient venir impacter la réputation de manière positive ou négative d'une entreprise. Voilà. Alors ça, c'est important. C'est vrai qu'on voit toujours l'irréputation d'un mauvais œil. Hein. C'est souvent synonyme de négativité, alors que ça peut se révéler aujourd'hui être un réel outil, un réel levier de business pour les entreprises. Et on va voir aujourd'hui comment on peut mettre ça en place pour arriver à développer votre activité. Un chiffre très important qui, moi, m'a frappé, 92% des internautes font plus confiance dans l'information publiée par les autres utilisateurs qu'à celle divulguée par les entreprises. Alors, ça ne va pas beaucoup vous étonner. C'est juste le symbole de notre société aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, sur les, allez, peut-être 40, 50 dernières années, les entreprises avaient assez de marge de manœuvre pour pouvoir raconter ce qu'elles veulent. On est toujours les meilleurs dans ce qu'on fait. Tous nos clients sont toujours très contents. On voit pléthore d'avis clients sur certains sites, appelés également testimonials, qui font donc des commentaires très positifs qui ne sont pas toujours vrais. Aujourd'hui, la communauté d'internautes est lassée de cette situation-là. Il y a une vraie perte de confiance dans le discours des entreprises et on se tourne de plus en plus avec les moyens que nous avons et notamment, bien entendu, les réseaux sociaux, à l'écoute, on tend à être de plus en plus à l'écoute des autres utilisateurs pour comparer différentes offres de produits ou de services. 33% des plaintes reçues par la CNIL en 2016, donc la Commission nationale d'informatique et liberté, qui est chargée de la protection des utilisateurs dans l'utilisation de leurs données personnelles, avaient pour sujet la suppression de contenu portant préjudice à l'irréputation. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, on est tous à plus ou moins grande échelle touchés par des problèmes d'irréputation et c'est quelque chose que nous-mêmes, d'une manière personnelle, on va tenter de monitorer via certains outils. Typiquement, aujourd'hui, il y en a qui auront ou non des comptes Facebook, justement pour parvenir à gérer cette irréputation. 225 000 demandes de déréférencement à Google en 2016 via le formulaire de suppression de contenu mis à la disposition des internautes. Alors, ça date de 2016, mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu de nouveaux chiffres depuis. Ces 225 000 demandes de déréférencement Google, ça m'amène à vous spécifier quelque chose d'assez intéressant. C'est que depuis 2014, Google a été soumis à une jurisprudence en cour de cassation européenne face à une affaire qui s'était déroulée en Espagne. Et Google a été, et ça c'est tant mieux pour nous, aujourd'hui utilisateurs d'Internet, Google a été désigné organisme responsable de la traitement de données par son algorithme. Ça signifie qu'en fait, aujourd'hui, Google est responsable de ce qui s'affiche sur une page. Dans ce cadre-là, Google a été sommé de mettre en ligne un formulaire de déréférencement. Alors, lorsque vous recevrez la présentation, il y a des petits liens un petit peu partout dans cette présentation pour que vous puissiez la retrouver, retrouver toutes ces informations et ces outils plus tard. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'image et ça vous enverra directement vers le formulaire de déréférencement. En fait, ce formulaire, il sert lorsque vous souhaitez en votre nom propre, c'est-à-dire en tant que Paul Fresnel, par exemple, qu'un contenu disparaisse des résultats de recherche, et pas d'Internet, hein, mais je parle bien des résultats de recherche, vous avez le droit d'effectuer cette demande auprès de Google. Les conditions sont que le contenu n'apparaîtra plus uniquement sur votre prénom et votre nom. C'est-à-dire que lorsqu'on va taper Paul Fresnel sur Google, s'il y a un contenu que j'ai souhaité faire déréférencer, il n'apparaîtra plus. Ça n'empêchera pas de rester, par exemple, sur le site d'un média en ligne ou ailleurs, forcément sur les réseaux sociaux. Donc, le contenu ne disparaît pas, mais en tout cas, il sera déréférencé des résultats de recherche Google sur la requête qui concerne votre nom propre. 49% seulement de ces demandes ont été acceptées directement par le moteur de recherche. Alors, moi, j'ai un petit peu tous les discours. C'est un petit peu au petit bonheur la chance.
J'ai des personnes qui, en un mois, ont réussi à faire déréférencer un contenu. J'ai d'autres personnes qui, en 4 mois, n'ont toujours pas de réponse. Donc ça, vraiment, ça dépend complètement de la manière, et on n'a aucun regard dessus, de la manière dont sont traitées ces demandes par Google. Donc malheureusement, c'est vrai que lorsqu'il y a un contenu qui apparaît, il n'est pas forcément possible, hormis si c'est un cas de diffamation, bien entendu, de le faire retirer directement. Donc ça, après, il va falloir mettre en place peut-être un contact avec la structure qui a publié le contenu et essayer de trouver une solution à l'amiable pour que ça soit déréférencé le plus rapidement possible. Alors là, aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour parler de les réputations et des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus à prouver, la réputation en ligne influence le business. La première des raisons, c'est que ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne est toujours et sans exception lié. La frontière n'existe plus. Si aujourd'hui il y a une insatisfaction hors ligne, cette insatisfaction va venir se reporter en ligne. Sous quelle forme? Ça peut être un commentaire sur les réseaux sociaux, ça peut être une publication, ça peut être la rédaction d'un article de blog d'un influenceur qui n'a pas été satisfait d'une relation avec une entreprise. Ça peut être un commentaire positif ou négatif sur les différents sites d'avis. On ira voir ensemble tous ces endroits où on peut retrouver des éléments d'irréputation et ce qu'il faut surveiller. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est important, et c'est ce que je tente de répéter aux structures que nous accompagnons avec Piloting, il est important en premier lieu de valider et de faire attention à ce que tous ces process soient OK en hors ligne pour que derrière, tout se passe bien en ligne. On pourra faire tout le travail qu'on veut sur lisser l'image et l'optimiser en ligne. Si derrière, les process derrière en hors ligne, par exemple, très simplement, un process de livraison d'e-commerce. Si un site e-commerce vend un produit, que le produit est de bonne qualité, OK, jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais si derrière, le prestataire et le service de livraison ne sont pas carrés, cette dernière étape peut derrière générer une insatisfaction auprès de l'utilisateur et éventuellement se répercuter sous forme d'un avis négatif. Donc c'est pour ça que je dis, il est important auparavant de bien analyser ces process d'entreprise, et une fois qu'on les a optimisés, là on peut lancer une stratégie éventuellement d'e-réputation et d'optimisation de l'e-réputation et de la visibilité de votre entreprise sur le web. Un premier cas, Abercrombie Fitch. Alors là, il faut dire qu'ils les ont collectionnés. C'est un cas qui date de mai 2013, mais qui reste quand même une vraie référence en termes d'e-réputation. En mai 2013, le PDG d'Abercrombie Fitch déclare que sa marque n'est pas destinée aux personnes corpulentes. Ça fait un tollé à raison. Derrière, il y a une grosse mobilisation de la part des consommateurs ou non d'Abercrombie Fitch, un appel au boycott de cette entreprise. Rebelote en juillet 2013, une enquête démontre que les vendeurs sont sélectionnés sur des critères physiques, ce qui est bien entendu interdit dans le Code du travail car critère discriminant. Et enfin, troisième bad buzz en août 2013, et c'est pour ça que je dis que je les collectionne, qu'ils les collectionnent, parce que là, on a un temps quand même record, ils ont réussi à faire 3 effets d'annonce extrêmement négatifs. Abercrombie Fitch refuse de donner des vêtements à des associations et préfère les détruire. Image à la pluie de certaines associations. Ça provoque à nouveau un tollé. L'entreprise en pâtit, une perte d'action, une action en baisse avec une perte de 18%, énorme pour une entreprise de cette envergure, une perte de 6 millions de dollars de bénéfices et surtout des répercussions en interne avec une grosse perte de confiance envers le dirigeant et l'avenir de la marque. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est que, bien entendu, aujourd'hui, les commerces qu'on va considérer plus modestes qu'Abercrombie Fitch vont être soumis à des problèmes d'e-réputation via des commentaires négatifs, etc. Mais qu'aujourd'hui, des entreprises énormes, mondiales et des grands comptes seront soumis également à ce problème-là. Qu'est-ce que ça veut dire également? C'est qu'aujourd'hui, la place du dirigeant dans une entreprise, et ça fait écho au dernier webinaire sur LinkedIn qu'on menait la semaine dernière avec le réseau Entreprendre, la place du dirigeant est clé dans la communication de l'entreprise. Alors après, comment ça, faut le gérer? Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a certains dirigeants qui, au contraire, vont se mettre en avant pour essayer de porter leur projet, mettre en valeur les actions de leurs collaborateurs, mettre en valeur les réalisations de leurs entreprises. Il y en a d'autres qui, au contraire,
préféreront prendre du recul, au risque, au contraire, d'alimenter un certain mystère autour de leur image. Donc ça, après, c'est une autre question de comment on adapte sa marque personnelle, son personal branding, sa communication personnelle en tant que dirigeant, en fonction de l'impact que ça pourrait avoir pour son entreprise. Voilà. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est qu'aujourd'hui, la réputation en ligne et la viralité de l'information qui n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui peut très rapidement mettre à genoux certaines entreprises. Findus, on a tendance à très vite oublier ce genre de petits scandales et finalement, il y a toujours un Paul Fresnel pour les remettre au goût du jour. Le Horse-Gate. Alors, qu'on soit touché ou pas par cette polémique, en tout cas, ce qui est assez intéressant de voir, c'est la manière catastrophique dont Findus a géré cette crise d'irréputation. Donc, pour rappel, on avait trouvé de la viande chevaline dans des plats préparés de Findus. Je crois que c'est L214 ou une autre association, je ne sais plus, qui avait révélé ça. La première chose, donc la marque est prise à partie par de nos très nombreux utilisateurs sur Twitter, réseau social de l'instantané. Face à ça, Twitter, le community manager de Findus France prend chacun des internautes à partie et répond retirer avec une belle faute d'orthographe en plus ce contenu illicite sous peine de poursuite judiciaire. Il y a eu plusieurs milliers de tweets de ce type. Pourquoi? Parce que Findus était persuadé que c'était de la diffamation. Findus, à aucun moment, ne s'est remise en question et a réfléchi au problème en se disant bon, bah, faut peut-être qu'on vérifie en interne. Deuxièmement, risée des internautes. Pourquoi? Parce qu'ils décident de rédiger en urgence un paragraphe sur Wikipédia mentionnant la provenance de leurs produits et mentionnant leurs prestataires et rejetant la faute sur leurs prestataires. Ce à quoi ils n'avaient pas pensé, c'est que Wikipédia, c'est open source et qu'on peut savoir exactement qui a rédigé quoi sur Wikipédia. Et derrière, ils ont été la risée du web pendant quelques jours. Alors, comment a réagi Findus? Ils ont fait leur mea culpa après avoir vérifié en interne qu'ils étaient bien en tort. Un petit peu trop tard, malheureusement. En termes de gestion de crise, on a fait mieux. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'eux ont pris le parti pris, sur Facebook notamment, de supprimer toutes les publications de 2013. Ils ont préféré faire table rase et se dire, OK, on repart à la base. Compliqué de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise mesure. C'est un peu, je ferme les yeux pour ne pas savoir ce qui s'est passé. Après, comme je le disais juste au début de cette slide, on a tendance à très vite oublier. Donc, pourquoi pas? En tout cas, pour eux, ça a été un moyen de tirer un trait sur cette mauvaise passe. Les conséquences, moins 6% de chiffre d'affaires sur l'année. Alors, ça peut paraître peu, mais sur une entreprise de cette envergure, c'est quelque chose qui peut se révéler avoir d'énormes impacts derrière en termes structurels, d'organisation et humains, bien entendu. Encore une fois, une preuve que les réputations aujourd'hui impactent le business des entreprises. Après, il y a encore pléthore d'autres exemples. Je suis sûr que vous en avez tous derrière la tête. Lidl, il y a 2 ans, il y a eu un cache investigation avec Élise Lucet qui présentait un manager qui invectivait ses employés. Lidl, en revanche, a très bien géré cette crise des réputations. Une des techniques qu'a mis en place Lidl, c'est face à ce problème donc de management, ils ont donné la parole en fait aux principaux intéressés. C'est-à-dire qu'ils ont donné la parole aux managers de leurs autres points de vente, des managers en tout cas en apparence irréprochables, qui disaient tout simplement bah, moi, c'est pas ma manière de manager, mon entreprise, c'est ma famille et mes salariés, et on s'entend très bien, pour montrer qu'en fait, c'était seulement un cas isolé. Donc ça a été leur stratégie, en tout cas, pour essayer d'isoler le problème, montrer que ce n'est pas quelque chose de structure qui représente toute la structure de Lidl, et ça a plutôt bien marché. Eux sont passés par les médias traditionnels, notamment télévision. Il y a eu des reportages BFM TV, des prises de parole sur BFM TV, et ce genre de médias, de mass média. Samsung, les téléphones qui explosent.
Pareil, ça, on a tendance à vite l'oublier, mais Samsung a connu une très très mauvaise passe, notamment avec une série de photos et de vidéos virales. Pourquoi? Parce que leur batterie avait tendance à exploser et avait des problèmes d'incandescence. Donc, alors comment a réagi Samsung? Ils ont retiré du marché toute la série de téléphones qu'ils avaient produites pour les réviser, les vérifier. Et ils ont mis en place, attention, il faut avoir le budget aussi, une campagne de sensibilisation et de mea culpa, notamment via un court-métrage dans les salles de cinéma et à la télévision sous une forme plus courte. Et en troisième cas, c'est quelque chose d'assez classique en fait finalement, que j'ai retrouvé, un modèle que j'ai retrouvé plusieurs fois. Alors là, c'était une municipalité, je serais incapable de dire qui c'est, quand et comment. Ce qui est important, c'est le cas en lui-même. L'équipe jugeait qu'elle n'était pas assez féminine et ils ont fait appel aux compétences d'un graphiste en fait pour incruster deux dames sur la photo pour rendre l'équipe plus féminine. Et derrière, ça avait malheureusement conduit, enfin malheureusement, en tout cas, ça avait conduit à de nombreux colibets sur Internet, la montée au front de certains organismes et associations pour finalement impacter complètement l'élection en fait de cette municipalité. Donc, quelques exemples, en tout cas, qui peuvent refléter des crises d'irréputation qu'ont connues des entreprises que nous pourrions tous connaître ici. Un autre, et ça je l'adore, un autre exemple, mais cette fois-ci de bad buzz extrêmement bien géré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, la Redoute a réussi un coup très très fort. Euh, alors, exprès ou pas, c'est une grande question. Mais la Redoute produit, comme chaque année, comme chaque saison, son catalogue et se glisse une petite erreur sur une de ses pages. À l'arrière de ces enfants qui ont l'air très heureux, un homme en tenue d'Adam. Cela fait rire plus que offusque tout le web et de nombreux internautes. On a connu pire comme crise d'irréputation. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont mis en place derrière. Alors d'abord, bien entendu, ça a été repris par de nombreux médias et autres marques concurrentes. Là, les Trois Suisses, par exemple, qui ne se privent pas de cette affaire pour rebondir dessus et qui publient cette publication. Visiblement, tout le monde ne sait pas que nous avons des maillots de bain. Donc, c'est ce qu'on appelle le newsjacking, donc rebondir sur une actualité chaude. Pourquoi pas ça aurait été un petit peu mauvais si la crise d'irréputation était plus grave, mais là, c'est vrai que ça reste assez léger. Donc, ils ont, je pense, eu raison de faire cette petite publication. En tout cas, ça ne fait de mal à personne. Ce qui est intéressant, ensuite, c'est de voir cette vidéo qui a été publiée par La Redoute. Et je vais laisser Madame Anne-Véronique Bellac, directrice e-commerce et développement, s'exprimer à ce sujet. Sur notre site laredoute.fr, une photo représentant des enfants sur une plage avec un malencontreux détail en arrière-plan, un homme nu. Évidemment, il s'agit là d'une erreur et nous tenons encore une fois à présenter nos excuses à l'ensemble de nos clients. J'ai demandé à mes équipes de passer au peigne fin les milliers de photos du site internet. Cela a pris du temps et le résultat est assez embarrassant. En effet, nous avons déjà relevé quelques erreurs, comme celle-ci par exemple. Mais malheureusement, il y en a encore d'autres. Voilà pourquoi j'appelle tous les internautes à nous aider dès maintenant à retrouver toutes les erreurs que nous n'aurions pas encore repérées. Évidemment, la Redoute s'engage à récompenser toute personne qui signalera en premier une erreur. Étant donné qu'un homme nu est à l'origine de toute cette affaire, nous habillerons gratuitement chaque gagnant des pieds à la tête. Nous comptons sur vous. Merci de votre aide. Alors là, récupération ou non, c'est une manœuvre très intelligente. Alors, soit réunion de crise, et ils se sont dit, bon, écoutez, on va surfer plutôt que de se morfondre, on va surfer dessus et on va lancer un petit concours. Et dans ce cas-là, c'est très intelligent. Soit tout est orchestré depuis le début. Moi, mon petit doigt me dit que c'est sûrement le cas, mais c'est une excellente démonstration d'utilisation de bad buzz qu'on pourra retrouver également sur des marques comme Mikado, qui une fois avait fait une fausse annonce disant
qu'ils allaient sortir un Mikado sans chocolat. Et je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'un Mikado sans chocolat, c'est une aberration. Ils ont fait un partenariat secret avec un influenceur qui a lancé un hashtag sur Twitter, hashtag un Mikado au chocolat, c'est Concom, qui a été repris par des milliers de tweetos. Et à la fin de la journée, Mikado a annoncé que c'était une fausse annonce et qu'il s'était bien marré au cours de cette journée face à ce déferlement de mécontentement de la part des internautes. Donc ça, derrière, bien entendu, ça peut être des techniques pour gagner très rapidement en visibilité, hein, jouer sur la viralité, jouer sur des contextes affectifs, ce qu'on appelle des biais cognitifs, en tout cas qui vont générer des émotions pour ensuite générer de la visibilité. Mais il faut faire attention, cela étant, on peut vite un petit peu se casser la figure, donc il faudra toujours faire attention et dans ce cas-là, bien orchestrer, s'appuyer peut-être de l'aide d'influenceurs ou autres médias pour relayer ces informations au risque que ça fasse juste un flop ou au contraire que ça soit mal interprété. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces bad buzz? Il y a vraiment 5 grandes étapes dans la gestion d'une crise ou d'un bad buzz sur le web. La première étape, je suis désolé, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui devant vous ensemble, c'est être préparé. Si on est préparé, si on a identifié auparavant les différents points de friction, les différents risques de crise que peut éventuellement endurer son entreprise ou sa structure, derrière, on saura quels moyens mettre en place rapidement pour soit constituer sa cellule de crise et prendre des décisions, soit pour prendre les décisions qu'on a déjà modélisées auparavant. Ensuite, et c'est ce que nous apprend Findus, ne pas réagir trop vite. On vous en voudra pas si, face à une grosse crise, vous publiez un communiqué en disant, écoutez, nous sommes étonnés par ce qu'il est en train de se passer, nous sommes en train de nous renseigner en interne pour mieux comprendre et prendre les mesures nécessaires au règlement de ce problème. Ça, c'est une première preuve de maturité d'entreprise, c'est-à-dire je ne réagis pas trop vite, j'analyse et je vais voir ce que je peux mettre en place, quelle stratégie pour d'abord régler le problème et ensuite trouver des solutions pour par la suite. Ensuite, ne rien supprimer. Internet est beaucoup plus rapide que nous. Il ne faut pas oublier que les captures d'écran, ça se prend très facilement. Findus a supprimé tout ce qu'ils avaient sur Facebook depuis 2013 et ça m'a pas empêché de retrouver depuis 2016 et ça m'a pas empêché de retrouver les tweets. Donc faites très attention à ça. Lorsqu'on supprime, cela peut éventuellement signifier que l'on n'assume pas cette erreur. Tout dépend après du contexte. C'est pas facile de conseiller quelqu'un sur ce sujet-là. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Est-ce que je ferme les yeux ou est-ce que au contraire j'assume? Tout dépendra peut-être du contexte. C'est toujours sans exception, une crise est un cas particulier. Enfin, s'excuser. Alors attention toutefois, une entreprise n'est pas toujours en faute. On a vu certains cas, par exemple dans un commentaire négatif. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas satisfait de votre offre de produit ou de service. S'excuser, d'accord. Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. On peut éventuellement s'excuser, mais dire que nous ne sommes pas d'accord parce que. On peut s'excuser parce que nous sommes contris et tout à fait, la plainte est tout à fait légitime. Mais parfois, c'est juste de la désinformation. Il est possible que l'utilisateur d'un produit, d'un jouet, d'un vêtement l'ait tout simplement mal utilisé et dans ces cas-là, il faut l'expliquer. Ça, après, à chacun de s'adapter. Et enfin, communiquer, et c'est le plus important, sur les actions menées. Dire « on a compris, on s'excuse », c'est déjà très bien. Ce qu'attendent les utilisateurs, ce sont des mesures. Et communiquer sur les actions menées, c'est communiquer sur des actions menées chiffrées. Par exemple, je prends le cas de Lidl, avec son problème managérial et la mise en avant de ce manager assez dingue qui invectivait ses employés. Aujourd'hui, Lidl, ce que pourrait faire Lidl, c'est communiquer par exemple sur des chiffres de satisfaction au travail, de bonheur des employés, pourquoi pas des témoignages, faire des petites interviews d'employés du mois. Ce sont des mesures qui aujourd'hui permettent de prouver qu'après coup, l'entreprise a mis en place des mesures pour éviter qu'à l'avenir ce problème se réitère.
Se préparer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner les clés pour bien analyser les différents points qui pourraient éventuellement se révéler être des points de friction. Ensuite, ça sera à vous de voir ce que vous pouvez mettre en face pour éventuellement, en cas de crise inévitable, essayer de se préparer, de réparer les pots cassés. Et ensuite, on verra comment quelques techniques pour générer des avis positifs de manière très simple. La première règle pour être préparé, c'est être présent pour contrôler les contenus concernant son entreprise. Je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie, d'une entreprise lyonnaise, en fait. Il y a une personne qui est venue dans une des formations que je donne avec Pilotine, parce que nous sommes agréés organismes de formation. Cette personne est venue dans une de mes formations e-réputation, car elle avait subi une crise des réputations avec son entreprise. Cette entreprise, c'est une entreprise qui fabrique du plastique à partir de protéines de lait. Il y a eu un billet d'un blog qui a été publié incriminant cette entreprise, disant que cette entreprise exploitait et maltraitait des animaux pour produire du plastique. Ce qui est totalement faux, parce que la protéine de lait est synthétisée. Le problème, c'est que la personne ou la structure, et je ne l'ai pas lu, qui a publié cet article de blog n'avait aucune compétence en ingénierie ou aucune compétence technique pour le savoir. Donc en fait, cet article était totalement faux. Le problème, c'est que face à cet article, une communauté végane, induite en erreur, décide de s'en prendre à l'entreprise en commentaire. Grosse crise des réputations. L'entreprise, malheureusement, n'avait pas de page Facebook. Donc, aucun moyen de répondre, aucun droit de réponse. Ils sont restés un peu pantois parce que le seul moyen qu'ils avaient, c'était de répondre avec leur profil Facebook personnel. Bien entendu, face à ça, personne a envie de mettre en avant son profil personnel, de peur de se faire agresser ou harceler. Donc en fait, ils ont juste été obligés d'attendre que leur âge passe, sans avoir le droit de répondre, hormis par une newsletter ou par un article de blog sur leur site web. Ils n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir répondre en commentaire ou sur une page Facebook. Donc la première règle, si jamais c'est un point pour vous qui peut se révéler un peu fragilisant, créez une page Facebook. Si vous n'avez pas 10 000 abonnés, ce n'est pas grave. Au moins, vous serez mentionné, vous serez notifié s'il y a de l'activité concernant votre entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, je parle de Facebook, mais ça vaut pour toute place qui pourrait avoir du sens, où les internautes peuvent s'exprimer, qui pourrait avoir du sens pour votre entreprise. Ça pourrait être si vous avez une entreprise dans le bâtiment, par exemple, il existe un nouveau média social assez récent qui s'appelle Who's. Sur ce média social, il y a des avis sur les entreprises de rénovation, les architectes et les décorateurs d'intérieur. Ça peut valoir le coup d'être présent tout simplement pour voir ce qu'il se passe et être préparé le jour où il y a un problème d'e-réputation pour avoir votre droit de réponse. Les différentes places qu'il faut surveiller. Google, ça ne va pas beaucoup vous étonner, c'est le premier endroit sur lequel on va pour effectuer ses recherches. Donc les résultats de recherche Google, on va voir un ou deux petits exemples ensemble. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, plusieurs milliards, près de 3,5 milliards d'humains s'expriment aujourd'hui, et où l'information va extrêmement vite. La presse en ligne, on a tendance à l'oublier, et il existe aujourd'hui des outils à mettre en place pour effectuer votre veille en ligne concernant la presse ou autre blog qui peut avoir alors le coup d'être surveillé. Les sites d'avis spécialisés, les différents sites e-commerce et marketplace type Amazon, eBay et consorts, et les différents forums spécialisés. Concernant Google, typiquement, Google, première source d'information, faites le petit test de taper votre prénom et votre nom sur Google ou le nom de votre entreprise. Déjà, vous serez en mesure de repérer directement s'il y a des sources d'informations qui pourraient vous nuire ou non. Moi, j'ai fait, alors je connais très bien Pilotine, donc je le fais assez rarement, mais j'ai fait le test tout à l'heure. Alors, quand j'arrive sur Google, j'ai d'une part les résultats de recherche qui correspondent à ma recherche agence Pilotine, et à droite, la fiche Google My Business. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Lorsque je descends, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en premier lieu, j'ai le site internet de Pilotine et que directement après, j'ai la page Facebook
les vidéos qui concernent Pilotine sur YouTube, la page entreprise LinkedIn et société.com. Donc, les réseaux sociaux arrivent en premier derrière le site de Pilotine avec le nombre de votes, la note et éventuellement toutes les informations qu'on pourrait retrouver. En quoi c'est intéressant? Derrière, nous, ça nous permet d'afficher les contenus que nous souhaitons en tant qu'entreprise, d'afficher ces contenus en premier lieu aux utilisateurs qui veulent effectuer des recherches sur l'agence. Après, on trouve d'autres types de résultats, par exemple la Fabrique du Net qui présente l'agence. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. On va considérer ça comme un résultat positif parce que c'est un prescripteur. On a la chaîne YouTube et après, suivant là où je me connecte, etc., on va avoir d'autres résultats. À droite, quelque chose qui a énormément de valeur pour votre entreprise et je vous encourage vraiment à le faire si vous ne l'avez pas créé vous-même. D'ailleurs, parfois, elle se crée automatiquement. Google arrive à récupérer certaines informations sur le web pour le créer à votre place. Vous pouvez tout à fait reprendre la main dessus en vous identifiant. Donc là, on a différentes photos de l'agence, on va avoir l'adresse. En fait, c'est la fiche qui va nous permettre d'être affichée d'ailleurs dans Google Maps. Si jamais vous avez... Dans tous les cas, moi, je vous recommanderais de le faire parce que ça aide à mieux vous référencer localement et à être plus visible localement. Si quelqu'un recherche une agence de communication digitale ou de création de site WordPress à Lyon, nous, on sera plus facilement référencé dans les agences lyonnaises. Si vous avez une boutique, si vous avez pignon sur rue, bien entendu, faut le faire et j'imagine que vous l'avez déjà fait. Dans tous les cas, si vous avez une entreprise de prestation de services, ça peut valoir le coup pour les recherches locales de le faire. Alors, lorsque je descends sur cette fiche, deux indicateurs très importants. Facebook. Alors, la note Facebook a tendance à disparaître. Le Facebook, ça change de système. On va plus être sur un système de notation, mais un système de recommandation. J'y reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais c'est une des premières choses qu'on voit sur la fiche. Et deuxièmement, les avis Google, avec possibilité de consulter les différents avis Google sur l'agence. Donc, faites le test avec votre entreprise, essayez d'identifier dans les résultats de recherche ce qui peut potentiellement impacter votre réputation de manière positive ou négative. Et s'il y a des choses négatives, la seule chose qui reste à faire, c'est soit contacter la structure pour leur demander de retirer ce contenu si c'est de la diffamation, mais ils ne sont en aucun cas tenus de le faire si ça ne l'est pas. La deuxième solution, lorsqu'il y a des contenus que vous estimez négatifs sur la première page, la dernière solution, ça reste de créer vos propres contenus. Donc, peut-être vous faire interviewer par une structure à forte notoriété, faire du guest blogging, donc être invité à prendre la parole sur le blog de quelqu'un d'autre, ou créer vous-même vos propres articles de blog, justement pour que votre contenu remonte et relègue les contenus négatifs à la deuxième, à la troisième page et si possible à la 1000e page de Google. Sachant que la première page génère la quasi-totalité des clics et tout ce qui se passe en deuxième ou troisième page est extrêmement peu consulté. Voilà, c'est ridicule. Donc, à partir du moment où ça a disparu de la première page, déjà, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Donc ça concerne Google. J'ai un deuxième exemple concernant Google My Business. C'est celui d'Harper Store. Donc, Harper Store, c'est une boutique qui était située à Lyon, 2 rue de 16, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un exemple que j'aime bien parce que directement dans les avis Google qu'on retrouve en bas de la fiche, il y a vraiment une différence de polarité dans les avis. On a des à conseiller sans hésiter et des je déconseille fortement. Donc là, pour le coup, on ne peut pas faire mieux en termes de suggestion d'avis. À savoir que Google fait en sorte d'afficher aux internautes une sélection d'avis qui aille dans plusieurs sens pour essayer de modérer un petit peu les avis. Pourquoi? Parce que si Google sait très bien que les entreprises font des efforts pour générer des avis positifs, et ça c'est très bien, mais c'est vrai qu'il est normal que dans une recherche de produits ou une recherche de services, on soit aussi au courant des personnes qui ont été désappointées d'une offre de produit ou de service. Les réseaux sociaux, avec exactement la même entreprise, Harper Store. Alors, Harper Store, c'est une boutique d'habillement, c'était une boutique d'habillement moyen haut de gamme, streetwear, et qui avait également un site e-commerce qui marchait très bien à l'international parce qu'ils avaient des vêtements en série limitée qui étaient compliqués de retrouver ailleurs. Donc, ils avaient vraiment des commandes, parfois du Danemark, de Séoul en Corée, d'Amérique du Sud et de partout en Europe. Et ce qui était très important pour eux, c'était d'avoir des avis
vraiment internationaux. Comme leur objectif, comme ils ont beaucoup d'internautes à l'international, c'est quand même de rassurer et que les internautes qui se renseignent et qui viennent comparer différents sites web, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est toujours face à la multitude d'offres de produits qu'il y a, on est toujours en train de comparer. Donc, c'était important pour eux d'avoir des avis en différentes langues afin que les différents visiteurs du site, les différentes populations qui venaient consulter leur site puissent s'y retrouver et être confortés dans leur choix. Donc, eux ont particulièrement de très bonnes notes et ça les a vraiment poussés dans le développement de leur site e-commerce qui a très bien fonctionné. La presse en ligne, alors ça, c'est un cas qui a fait beaucoup de bruit. La première plantation. Alors, pour la petite histoire, la première plantation, c'était en septembre 2017. Deux jeunes entrepreneurs décident de lancer leur bar à rhum à Lyon et invitent le Petit Bulletin, Julie Hainaut, une des rédactrices du Petit Bulletin, qui est un média local, à venir rédiger un billet sur leur nouveau bar. Malheureusement, au cours de l'entretien, Julie Hainaut décide d'aller aux toilettes et voit que dans les toilettes, il y a beaucoup de photos d'esclaves, en fait, canne à sucre, d'où le nom La Première Plantation, dans les toilettes. Elle revient, elle en parle aux tenants de cet établissement qui ont un commentaire très déplacé sous forme d'humour. Elle, assez estomaquée, ça se retrouve dans son billet. Alors, ça, vraiment, il y a polémique derrière. Moi, je me positionne absolument pas sur le propos. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réagi dans son billet en disant, bah voilà, complète incompréhension, j'ai l'impression qu'ils savent pas de quoi ils parlent, etc. Face à ça, un tollé général, et notamment local, plus de 387 000 lectures. Pour information, Lyon, en tant que ville, c'est 440 000 habitants, si on va voir sur Wikipédia. Dans mes souvenirs, j'espère ne pas me tromper. 387 000 lectures. Je n'imagine même pas le nombre de partages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Et moi, je me rappelle très bien de ce jour-là. Tout mon entourage de contacts sur Facebook l'a partagé. Quand je dis tout mon entourage, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, j'ai dû le voir 5, 6, 7 fois partagé sur Facebook. Et derrière, ça a eu d'énormes répercussions sur leur business. Ils ont dû changer de nom, ils ont été fermés pendant un moment. Ça a été très compliqué pour eux de récupérer ça. Donc, encore une fois, la mise en avant du dirigeant, oui. Attention, bah, ça, une communication derrière, ça se travaille. Il y a des choses à travailler. Eux ne l'avaient pas fait. Ils ont eu des propos qui ont été, en tout cas, considérés comme déplacés par la journaliste et par énormément d'internautes. Et ça a vraiment impacté le lancement de leur bar, ce que je ne souhaite à personne dans une phase d'entrepreneuriat. L'e-commerce, les différents sites e-commerce et les marketplaces. Pour rassurer ou alerter les consommateurs, il existe des systèmes d'avis. Alors là, j'ai pris l'exemple le plus lambda d'Internet. L'iPhone, je décide de m'acheter un nouvel iPhone 1000. Je vais sur Amazon, je vais sur un autre revendeur, enfin, je vais sur Amazon ou un autre marketplace, et là, des dizaines de revendeurs. On ne va pas se le cacher, pour les revendeurs d'iPhone, vous avez des dizaines et des dizaines de choix de revendeurs. Là où la compétition va se faire, ça va être sur le nombre d'avis. Plus il y a d'avis et plus on a confiance, et surtout plus il y a d'avis positifs. Donc, si derrière, vous avez une stratégie qui comprend le levier des places de marché, qu'importe la place de marché, eBay, etc. Pensez bien à travailler cet aspect de votre e-réputation, c'est-à-dire l'acquisition d'avis positifs. Et ça passe par les process de livraison, d'emailing, parfois de contact direct, mais ça, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Et enfin, les forums. Alors, il me semble que c'était lors d'une expérience personnelle. Je me renseignais sur Last Minute et je suis tombé sur le forum UFC Que Choisir, forum dédié aux avis consommateurs. Autant vous dire que Last Minute se fait descendre sur ce genre de forum, mais c'est pas le seul cas. J'ai accompagné des clients dans le secteur de la pharmaceutique qui, eux, se sont retrouvés avec des topics, des sujets sur Doctissimo,
mais à se tirer les cheveux, hein, parce que c'était des sujets de personnes qui n'y connaissaient rien en médecine, qui sortaient des aberrations. Et c'est vrai que c'est très compliqué à gérer parce que qui répond du coup à ces billets de blog-là. Et surtout, faut être au courant parce que eux, quand ils s'en sont rendus compte, c'était plusieurs années après, le mal était déjà fait, il y avait plusieurs centaines de réponses à ces commentaires. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a tendance à de plus en plus, à cause d'Internet, à se prendre pour des experts. Doctissimo en est la meilleure preuve. Pensez bien à surveiller ces endroits où les consommateurs peuvent donner leur avis, pas pour museler. Il ne faut pas oublier que ces endroits, c'est aussi un service que nous offre Internet. Là je sors de ma marinière pilotine pour devenir un utilisateur lambda et un internaute. Ce sont aussi des outils au service, à notre service. Ce sont des outils pour que les entreprises améliorent leurs offres de produits, leurs offres de services, et que derrière, il y a un vrai feedback des utilisateurs. Donc, il ne faut pas voir le mal partout, et au contraire, c'est très positif pour nous. Par contre, en tant qu'entreprise, il faut auparavant essayer de nettoyer ses process et deuxièmement, être vigilant et être en mesure de répondre à ces commentaires éventuellement négatifs qu'on peut trouver partout sur le web. Ensuite, les sites d'avis. TripAdvisor, pour ne pas le nommer, par exemple, ici. Encore une expérience personnelle, ça c'est un petit resto gastro qui a à la Croix-Rousse à Lyon, qui est très sympathique. Moi, j'avais été très satisfait. Et bon, ça, c'est des formations professionnelles. Dès que je vais dans un endroit, je vais regarder les avis pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce lieu. Parce que derrière, on en tire beaucoup d'enseignements. Là, c'est un avis qui est assez intéressant. Je suis allé voir les avis négatifs. On en a un qui est très négatif, déception. Un avis, bon, après, il faut toujours les prendre avec ses pincettes. À côté de ça, cette structure a de très, très bons avis aussi. Hein. Mais bon, les très bons avis, ça m'intéresse un petit peu moins dans ce cas-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le propriétaire a répondu. La première des règles, c'est toujours répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pourquoi? Lorsqu'ils sont positifs, il faut savoir que donner un avis positif, c'est quand même un effort et une récompense de la part des internautes. Lorsqu'un internaute donne un avis, c'est l'acte ultime d'engagement. C'est-à-dire que lorsqu'un internaute donne un avis, il valide votre entreprise. Il dit au regard des autres internautes, je valide cette entreprise, c'est un bon produit, c'est un bon service. Donc, il faut le remercier. Merci de votre avis, ça fait plaisir de recevoir du soutien. En tout cas, je transmets à l'équipe. Ça, n'hésitez pas à vous fendre d'une petite réponse. Et derrière, c'est comme ça qu'on commence à créer une communauté. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux ou les différents sites où on peut discuter avec les internautes, c'est le point de départ de la création d'une communauté, de liens et de l'engagement avec une communauté. Donc, exploitez, dès que vous avez l'opportunité d'avoir une discussion avec un des internautes, n'hésitez pas à le faire, d'autant plus s'il vous fait des compliments. Lorsqu'il y a des commentaires négatifs, c'est pareil. Pourquoi répondre? La première chose, c'est que quelqu'un qui fait un commentaire négatif sur une entreprise, et si cette entreprise ne répond pas, c'est qu'elle n'assume pas. Alors, c'est soit qu'elle n'assume pas, soit qu'elle ne fait absolument pas attention et qu'elle ne s'intéresse pas, ou alors qu'elle n'a pas connaissance de la possibilité que des internautes puissent poser des avis négatifs. Donc, prenez toujours le temps, sans exception, de répondre. Alors, comment répondre à un avis négatif? Là, tout est l'art du community management et de la rédaction. La première des choses que je recommande, c'est tout d'abord d'essayer de reconnaître qu'il y a eu un problème, s'il y en a vraiment eu un, et de s'excuser. Donc, bonjour, nous sommes navrés que vous ayez eu une mauvaise expérience, nous essayons de comprendre, et pourquoi pas, dans ce cas-là, si, par exemple, il y a eu un bon de livraison, demander le numéro de suivi de commande pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ou alors, d'essayer, lorsque c'est en commentaire, par exemple, d'une publication sur les réseaux sociaux, de passer directement en message privé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un commentaire sur les publications, ça peut venir alimenter en fait une succession de commentaires négatifs ou de questions d'autres internautes qui pourraient s'en mêler. Et vous, ça vous permet au moins d'isoler la discussion et de venir parler en privé avec cette personne pour essayer de comprendre ce qu'il y a eu et essayer de trouver une solution. Pour les avis, pas forcément les commentaires, mais les avis, les recommandations, etc., s'il y a une recommandation négative, n'hésitez pas à ouvrir sur quelque chose de positif, c'est-à-dire, voilà, on a bien compris que vous aviez été insatisfait, sachez que c'est un cas isolé, nous, on essaie de comprendre, en tout cas,
s'il y a eu un problème, on s'en excuse et on a mis en place les mesures pour que ça se réitère pas. Un avis négatif, c'est pas la fin du monde. J'ai des clients qui, lorsqu'il y a un avis négatif, m'appellent directement en me disant: «Écoute Paul, on a un gros problème, on a un avis négatif». J'essaie en premier lieu de les rassurer. S'il y a un avis négatif, c'est pas grave, s'il y a 5 ou 10 avis positifs à côté. Tout le monde sait que, et tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les internautes, savent qu'on ne peut pas toujours, dans tous les cas, 100% des cas, assurer qu'importe le contexte. Je prends souvent le cas d'un serveur dans un café. Le serveur est de mauvaise humeur ou avec une mauvaise semaine, il ne va pas forcément vous faire un sourire. La personne qui n'a pas eu son sourire va mettre un avis négatif en disant Julien, le serveur, je suis un peu déçu, mauvaise humeur et désagréable, il ne m'a même pas fait un sourire. Ça, aujourd'hui, on sait que ça peut arriver. On sait qui va vous en vouloir. Mais ce n'est pas grave à partir du moment où il y a d'autres avis positifs. C'est pour ça que la première chose que je vous dirais, c'est commencer dès maintenant à essayer de capter des avis positifs, parce que comme ça, au moins, vous serez préparé pour le jour où il y aura un avis négatif. Pour aller encore plus loin, avoir un avis négatif, c'est même souvent positif. Il y a une vraie méfiance des internautes envers les entreprises qui ont uniquement des avis positifs. Quand il n'y a que des avis positifs, même si c'est uniquement parce que vous avez très bien fait votre boulot, s'il y a uniquement des avis positifs, ça peut ça peut amener un petit peu de suspicion. Voilà. Comme si l'entreprise avait trop bien travaillé son image. Donc, si jamais vous en avez un négatif, ce n'est pas grave. D'autant plus, et je vous laisserai le lire quand vous aurez reçu la présentation. Et c'est pas donné à tout le monde. Ce dirigeant d'entreprise, le directeur de ce restaurant, a extrêmement bien répondu avec une petite note humoristique à ses commentaires négatifs. Donc c'est très bien amené. On n'a pas tous une plume, donc attention avec l'humour, ça peut être dans certains cas mal interprété. Alors ça, c'est une petite vidéo qu'on ne va pas regarder aujourd'hui parce qu'elle dure 20 minutes. Et je risque d'en perdre pas mal en cours, mais je vous recommande vraiment de la visionner. C'est une vidéo d'un créateur de contenu sur Vice qui, en fait, a réussi à devenir numéro 1 des restaurants à Londres sur TripAdvisor, sans avoir de restaurant, où il dénonce aujourd'hui la futilité de certains systèmes d'avis et qui montre comment on peut le contourner très facilement. Enfin, avec un petit peu de boulot quand même, mais je vous recommande, c'est assez intéressant à voir et en plus de ça, c'est un contenu marrant à visionner. Alors, maintenant qu'on a vu les différents endroits et les différents points qu'il fallait analyser, ou en tout cas surveiller pour contrôler son e-réputation, surveiller rapidement, on va voir ensemble les outils qui vont vous permettre de les mesurer et de rester au courant de ce qui se passe sur la toile. D'abord, un petit focus sur comment la mesurer. Il y a 3 facteurs de mesure, 3 indicateurs qui vont vous permettre de mesurer si c'est un impact qui va vous permettre de mesurer cet impact sur votre réputation. D'abord, la polarité. La polarité, c'est est-ce que c'est un élément positif, négatif ou neutre. Ensuite vient la quantité ou la fréquence. Est-ce qu'il y a eu 50 commentaires positifs et 10 négatifs et sur combien de temps? Et enfin, la portée du support. S'il y a eu un commentaire négatif au fin fond d'un forum ou d'experts spécialisés où il faut s'inscrire et être recommandé par d'autres pour être parrainé pour s'inscrire, c'est pas très grave parce que la portée du support sera assez réduite. Si au contraire, on est affiché sur un TripAdvisor, sur un Google My Business, par un média extrêmement reconnu, là, ça devient un petit peu compliqué parce que le support peut toucher énormément de personnes. Donc là, c'est différents indicateurs qui pourront vous permettre d'estimer si, dans ce tableau, c'est un risque qui a une probabilité très faible avec une gravité mineure. Aussi, au contraire, cette probabilité est presque certaine et peut-être catastrophique. En fait, ce petit graphique que je suis en train de vous montrer, c'est un outil très pratique que moi, je mets en place avec des équipes pour identifier, en fait, quel
risque, quelle menace peut représenter cet élément de réputation? Est-ce que ce commentaire est un risque mineur ou est-ce qu'au contraire, c'est un risque majeur dans le contexte actuel? Est-ce que la publication d'un article dans une revue d'experts médicale va être un impact majeur et catastrophique et surtout très probable pour une entreprise? Ça, c'est vraiment... Alors, ça dépend de tout type de secteur, de tout type d'entreprise. Ça va être différent à chaque fois. À vous ensuite de les placer selon ce qui vous semble le plus pertinent. Un ou deux petits outils pour vous aider dans votre veille d'e-réputation. D'abord, Google Alerts. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un outil très pratique pour vous abonner. En fait, par email, vous pouvez recevoir des alertes à chaque fois qu'un mot-clé est mentionné. Par exemple, le nom de votre entreprise. Moi, j'en ai mis un pour Paul Fresnel. Malheureusement, il n'y a pas tant d'articles que ça qui sortent sur Paul Fresnel, donc je reçois peu d'emails. Je plaisante, mais typiquement, je pourrais recevoir un email si je vois qu'il y a une mention de Paul Fresnel dans une vidéo YouTube de Piloting. Pour une entreprise, ça vous permet de rester au courant de s'il y a des publications dans les médias à votre sujet ou tout autre type de médias disponible publiquement. Pourquoi je dis publiquement? Parce que cet outil ne brasse que les sites et les blogs. Il ne pourra pas forcément aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça demande une inscription et de se connecter. Donc, les robots de Google ne peuvent pas encore se connecter sur les réseaux sociaux, donc ne peuvent pas y accéder. Mais ça reste un très bon moyen pour être au courant des actualités des sites et des blogs sur une thématique et également sur les mots-clés que vous auriez choisis relatifs à votre entreprise. Ça peut être des mots-clés sectoriels, hein, si vous êtes dans le secteur de l'agroalimentaire et sur une niche spécifique de l'agroalimentaire, ça vaut le coup, par exemple, de mettre une alerte à propos de cette niche spécifique pour recevoir les actualités de cette niche. Un autre outil payant cette fois-ci, mais qui a une version démo d'essai, où vous pouvez, ou avec la NASA, vous pouvez prendre les rênes de l'e-réputation de la NASA. Alors, Mention, c'est un outil sur la base de machine learning. En fait, ça veut dire qu'il y a un algorithme qui apprend au fur et à mesure. Donc, en fait, quand vous allez créer votre compte, vous allez renseigner vos comptes sociaux, les mots-clés sur lesquels vous souhaitez effectuer votre veille. Et au fur et à mesure qu'apparaissent de nouvelles actualités, vous allez dire au logiciel, ça c'est une actualité positive, ça c'est une actualité négative, ça c'est une actualité neutre qui ne concerne pas mon réputation. Et en fait, au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, le logiciel, cette solution, va être en mesure d'apprendre et de repérer par elle-même quel élément peut venir nuire ou pas, en tout cas impacter votre e-réputation. Et ça va le faire automatiquement. Il me semble que le plan payant commence à 50 € par mois. Dans certains cas, ça vaut vraiment le coup de le mettre en place. En fait, c'est vraiment une notion sectorielle, hein. Sur certains secteurs, il y a plus de risques de crise que d'autres. Je pense au secteur médicaux, pharmaceutique, agroalimentaire, secteur de la petite enfance, plein d'autres secteurs, hein, il y en a autant que faire se peut. Ça peut vraiment valoir le coup de mettre ça, surtout si vous avez déjà été victime d'une crise de réputation, ça vaut peut-être le coup de prendre un abonnement à cette solution. Sinon, il y a d'autres types de solutions. Alors, Lucky, c'est une veille média qui permet, elle, qui est plus spécialisée sur la veille média, de faire remonter tous les contenus sur certaines thématiques, qui détecte les tendances sur certaines thématiques de contenu, qui, en plus de contrôler votre réputation, pourrait éventuellement vous permettre de créer des contenus pour venir vous positionner en préalable à une crise des réputations sur certaines thématiques. Si vous voyez que d'un coup, il y a une montée en puissance de la recherche de certains termes sur Google, vous serez en mesure de vous préparer et peut-être, pourquoi pas, de publier un contenu en rapport avec ça pour être les premiers à en parler. Twilert, alors ça c'est un petit outil que moi j'utilise de temps en temps, qui est uniquement lié à Twitter. Quand vous avez besoin de surveiller ce qui se passe sur la plateforme, c'est très très pratique. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas forcément une notification à chaque fois que quelqu'un publie un contenu au sujet de son secteur ou de son entreprise ou de son produit ou de son service sur le réseau social. Twilert, en fait, ça vous permet de mettre en place des alertes sur Twitter par rapport à des termes, des mots-clés, des hashtags, des noms d'entreprise ou de structure ou de pseudonymes d'utilisateurs pour les recevoir directement en email. Ça peut valoir le coup si aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui concernent votre entreprise, votre secteur sur Twitter. Last but not least, 4 techniques simples
pour générer des avis positifs que je tire de mon expérience personnelle de ces dernières années et que vous pourrez mettre très facilement en place au sein de votre structure. Pour rappel, 96% des internautes se disent influencés par les avis négatifs. Ça va pas très étonnant, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que 66 reportent un achat à cause de ces avis négatifs. Et 30% d'entre eux y renoncent. D'où l'importance de travailler sa présence et sa visibilité afin d'avoir des avis positifs. Il y a déjà des structures et des prestataires qui vous permettent en fait de générer des avis positifs, et notamment lorsque vous avez un site e-commerce. Vous en reconnaissez peut-être parce que, en tant qu'utilisateur, vous les avez retrouvés sur des sites e-commerce, par exemple Avis Vérifié, qui est Trustpilot, qui permettent de générer des avis positifs en fait via un système d'emailing et de contact client. Ils se branchent en fait sur votre système d'information et de gestion de clients. Ils arrivent à identifier quel client est le plus susceptible de vous laisser un avis positif pour le solliciter, que le client laisse un avis et qu'il puisse ensuite l'afficher sur votre site web. Alors, avis vérifié, il donne une note. Ça va être entre 0 et 5. Généralement, on l'affiche quand on a entre 4 et 5 sur son site web. Trustpilot, ça va être sous forme d'avis qui défile avec des étoiles. Et Trusted Shops, qui est également une référence en Europe, en tout cas pour l'e-réputation des sites e-commerce. Je vous recommande de vous tourner vers ces prestataires. Si jamais vous avez un site e-commerce, ça peut venir aujourd'hui crédibiliser votre offre de produit et derrière, en tant qu'élément, on appelle ça un élément de réassurance, venir réassurer les visiteurs sur votre site web, parce que ça peut toujours faire peur de passer à l'achat, à l'acte d'achat sur un site web qu'on ne connaît pas encore, malgré les différentes mentions de sécurisation, etc. Donc, ça peut vraiment valoir le coup. Petite technique numéro 1, sur ces 4 techniques que je veux vous présenter, à savoir que personne n'indique sa présence dans un lieu si il n'en est pas fier. Donc, il faut capitaliser sur les personnes qui indiquent leur présence dans votre lieu. Je développe. La localisation. En fait, je suivais il y a quelques années maintenant une personne une américaine qui tenait un blog en web marketing et qui m'a fait découvrir en premier lieu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui apparaissait sur Facebook. Alors, cette personne, Donna Moritz, elle va au Last Chance Saloon aux États-Unis. Elle indique sa présence dans ce lieu sur Facebook. Donc, on le voit très bien qu'il y a la mention de la localisation en haut de la publication ici, Last Chance Saloon. Le lendemain, alors, elle a reçu une notification. Vous étiez au Last Chance Saloon hier. Écrivez une recommandation pour partager votre expérience. Alors, il faut savoir que Facebook et les autres agrégateurs de recommandations se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'il était très compliqué de générer des avis positifs. Ça, jusque-là, je vous apprends rien. Donc, en fait, face à cela, ils sont en train d'essayer de mettre en place des techniques, en tout cas, de faciliter l'acquisition d'avis positifs. On va plus aujourd'hui parler de recommandations. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Moi, j'avais fait l'année dernière, il me semble, un post sur Facebook où je mentionnais en fait ma présence à une galerie d'art lyonnaise qui s'appelait auparavant la Taverne Gutenberg, qui sont aujourd'hui les Halles du Faubourg. Et en fait, j'ai mentionné la page dans mon post, j'ai indiqué ma présence dedans. Et en fait, quand j'ai publié ce post, Facebook m'a proposé de recommander ce lieu. J'aurais pu mettre oui ou non. Alors, moi, je l'ai fait, mais aujourd'hui, Facebook essaie de donner un maximum d'outils aux entreprises pour arriver à générer des avis positifs. Que faire pour générer des avis, des recommandations sur Facebook en tout cas? D'abord, encourager les visiteurs à utiliser leur localisation, à l'oral ou par signalétique. Deuxièmement, Facebook envoie une notification environ un jour plus tard ou alors directement lorsque la personne va publier. Étape 3, l'utilisateur peut éventuellement laisser un avis. Il aura en tout cas déjà signifié son affinité avec le lieu ou la marque. C'est déjà très bien qu'une personne signifie sa présence dans votre entreprise. Alors, honnêtement, je connais personne dans mon entourage qui a déjà signifié sa présence sur Facebook dans un McDonald's. Aujourd'hui, on signifie sa présence lorsqu'on a un sentiment de fierté ou de reconnaissance envers une structure. Vous pouvez éventuellement proposer d'utiliser votre Wi-Fi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise votre Wi-Fi, en fait, les réseaux sociaux, Google, les services de localisation arrivent plus facilement à localiser la personne et ils auront éventuellement la suggestion de mentionner
leur localisation et votre lieu. Vous pouvez également leur offrir quelque chose en échange de la localisation ou d'une review, donc d'une recommandation, un café, une réduction. À noter que c'est totalement interdit par la plateforme ou par Google ou par tout organisme agrégateur de commentaires ou autres recommandations. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Facebook va mettre le nez dans une boutique pour vérifier que la vendeuse ou le vendeur a demandé une recommandation. Pareil, dans un café, Google va pas venir vérifier que sur le ticket du café, c'est pas écrit laissez-nous une review en échange d'un café offert. Donc là, il y a un moment, on peut se permettre quand même de solliciter une review en échange d'une rétribution. Alors, à savoir qu'il y a toutefois des entreprises comme Burger King qui ont un peu fait les filous et qui l'avaient mis sur tous leurs tickets de caisse. Ils se sont fait quand même alpaguer par les réseaux sociaux. Acte numéro 2, l'emailing. Alors, ça va vous paraître assez logique. En fait, finalement, je vois très peu d'entreprises le faire. On dispose tous, sans exception, dans nos entreprises respectives, d'une liste de clients que je vais appeler VIP. En fait, c'est la liste des clients avec qui ça se passe super bien. Alors nous, on a de la chance chez Pilotine, ça se passe toujours super bien avec nos clients. Mais en tout cas, il y a certains avec qui on a de meilleures affinités, avec qui on travaille depuis plusieurs années, avec qui on a un réel historique. Ça peut valoir le coup de créer ce que j'appelle moi une liste VIP. C'est-à-dire une liste de 5, 10, 50, 100 clients. Autant que vous pouvez, mais tant qu'il reste VIP et des clients avec qui vous entendez bien. Vous pouvez, en utilisant un petit outil d'emailing, alors MailChimp par exemple, ça pourrait être Mailjet, ça pourrait être Sendinblue qui est français, ça pourrait être tout autre outil d'emailing, importer cette petite liste de clients VIP dans votre outil et envoyer un mail très simple, ou alors même à la main, envoyer un mail très simple avec un lien vers votre page Facebook ou votre page Google My Business. J'ai un autre retour d'expérience à vous faire. Vaut mieux parfois solliciter tout simplement avec un email écrit noir sur blanc un avis ou une recommandation de la part d'un client. Pourquoi? Parce que ça sera personnalisé. Dans tous les cas, ce que je vais vous demander, et ne dérogez surtout pas à la règle, personnalisez votre email. Ajoutez le prénom, le nom de la personne, citez le projet sur lequel vous avez travaillé ensemble, pour vraiment personnaliser. Pourquoi? Parce que derrière, ils vont vraiment vous rendre un service. Ils ne sont en aucun cas tenus de le faire. Donc, veillez à personnaliser cette relation que vous avez avec vos clients ou avec vos partenaires, parce que derrière, ça les incitera plus facilement à venir vous aider. Et pourquoi je vous dis VIP? Parce que cette base VIP aura plus de chances d'être engagée. Ça peut être 5 clients qui vous envoient un email à la main. Parfois, il vaut mieux, et c'est même pas parfois, je recommande vraiment, envoyer un email en noir sur blanc avec une petite phrase et une sollicitation plutôt que d'envoyer un email super avec un très joli design, long comme le bras, avec plein d'images sur MailChimp pour dire que vous avez juste besoin d'un avis. Ça, pour moi, c'est pas de la relation personnalisée. Voilà. Vaut mieux, au contraire, personnaliser un maximum sa relation dans ce cadre-là. La signalétique. La première chose que je recommande aux magasins, boutiques et aux lieux, par exemple, chez Pilotine, on a de la signalétique. Laissez-nous un petit avis sur Facebook ou GMB ou Google My Business. En magasin, ça marche vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, les clients n'y pensent pas. Moi, quand je vais dans un magasin, j'y pense pas forcément. Vous avez quelque chose qui peut vraiment qui peut être vraiment bien aussi pour vous, c'est les compteurs de fans qui fonctionnent très bien avec Facebook. On le voit fleurir dans les boutiques, sur les comptoirs, etc. Et c'est un compteur qui est super ludique parce qu'en fait, vous le trouvez. Alors, il me semble que le plus connu, c'est Smurl, SMIRL. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des compteurs connectés aux réseaux sociaux. Et en fait, ça, c'est très ludique parce que quand quelqu'un devant votre comptoir ou dans une entreprise devient fan de votre page Facebook, ça tourne en live et ça vient se mettre à jour à chaque fois que quelqu'un devient fan de votre entreprise. Donc, en magasin, en entreprise, pensez bien aux événements aussi. Si vous participez à des salons, des événements d'entreprise, des anniversaires d'entreprise, tout type d'événements qui pourraient mobiliser vos différents partenaires et vos clients. La demande verbale, ça pourrait paraître logique, mais peu de personnes osent faire une demande verbale. J'ai une amie, pour ma part, qui a une structure, un brick and mortar, en physique, une boutique. Et en fait, elle n'ose pas du tout demander à ses clients, alors que ses clients, c'est quand même les plus à même
à être engagée, à être ravie. Elle a plein de clients qui sont très contents. En plus, elle a de la chance et elle est très soutenue par sa communauté. C'est le meilleur moyen. Un client vient en boutique, reçoit des conseils, est très satisfait, paye éventuellement. Et dans ces cas-là, c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement demander une recommandation. Après, la personne le fait ou ne le fait pas. On ne va pas venir suivre et monitorer et harceler les gens. Mais en tout cas, une demande verbale génère des avis positifs. N'hésitez pas à le faire. Enfin, communiquer le lien Google Review. Alors ça, vous pourrez le copier-coller. Alors ça, je suis assez fier parce que je l'ai trouvé au fin fond d'Internet, dans le Deep Internet. Communiquer le lien Google Review. En fait, alors je vais vous montrer en quoi ça consiste. Lorsque on va sur qu'on veut laisser un avis sur une structure, on peut cliquer sur Donner un avis. Et en fait, cette petite fenêtre qui s'ouvre, il y a un lien spécifique pour y aller. Et en fait, ce lien spécifique, c'est cette URL, cette adresse URL, et en rouge, vous remplacez par l'identifiant de votre entreprise. C'est là que ça se complique un tout petit peu. Vous avez juste à taper sur Internet Find My Place ID. Et en fait, vous avez des sites qui, vous rentrez le nom de votre entreprise ou votre adresse et ça trouve votre identifiant. Et vous n'avez plus qu'à remplacer le rouge par votre identifiant. Et lorsque vous le copiez-collez dans votre navigateur, avec votre identifiant derrière, ça arrive directement sur la fonctionnalité Laisser un avis. Et alors derrière, vous pouvez soit le communiquer dans un email, soit éventuellement le mettre dans votre signature d'email ou ailleurs, sur votre site web. Enfin, n'hésitez pas à essayer de maximiser le nombre d'endroits où vous pourriez l'indiquer. Une petite précision cependant, parce que je vois déjà les petits malins qui y penseraient. Acheter de faux avis. Et oui, parce que je pense que vous avez déjà dû vous en rendre compte, on en croise très souvent sur Internet, les fameux faux avis Google ou autres faux avis. Alors là, juste avant la présentation, j'ai cherché fast-food avec un quartier de Lyon. J'ai pris celui qui avait le plus d'avis et j'ai pris celui qui me paraissait le plus fake. C'est extraordinaire, un concentré de sensations intenses. On dit que la première fois est la meilleure, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours les mêmes sensations. Un régal. On parle d'un kebab là. Voilà. Il faut savoir que c'est un des 267 avis de cet acabit. Ça, on ne peut pas faire plus fake en termes d'avis. Alors, il y a vraiment des pour et des contre. Moi, je suis pas forcément, je suis de l'équipe qui est contre, tout simplement parce que derrière, on est de plus en plus entraîné à repérer les faux avis. En plus de ça, c'est illégal. Vous encourez 2 ans à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Bon, il n'y a pas, en tout cas, de cas aujourd'hui qui montrent qu'on en arrive à ces moyens-là. Mais outre cette menace légale, il y a également Google qui effectue très régulièrement des passes sur les pages et qui arrive. Aujourd'hui, Google est très intelligent. Vraiment, faut se le dire. Google est très intelligent et arrive via un système d'activité à comprendre si c'est des vrais comptes ou non. Par exemple, est-ce que ce Gabriel Berchon reçoit des emails dans sa boîte Gmail? On ne sait pas. S'il n'en reçoit pas, c'est que c'est un compte inactif. Donc, Google peut estimer que c'est un faux compte. Et ensuite, il les supprime. Donc, tous les avis que vous aurez payés, et un avis, ça coûte entre 6 euros et 15 euros. Tous les avis que vous aurez payés risquent derrière d'être un investissement à perte. Voilà. Après, libre à vous de flirter avec les règles si jamais vous en avez envie. Une dernière indication, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, répondez toujours aux avis. Si vous lancez une campagne d'avis positifs, soyez prêt à être structurellement prêt à répondre à une avalanche d'avis positifs, parce qu'avec toutes les méthodes que je vous ai données, ça sera des avis positifs. Mais en tout cas, soyez prêt à y répondre. Mes dernières recommandations concernant les avis. Ce qui va compter dans les avis, qu'importe la plateforme, c'est d'abord le volume. Par exemple, sur Google, les avis Google vont permettre d'être mieux référencés si on a beaucoup d'avis. Pareil sur Facebook, pareil sur TripAdvisor. Plus on a d'avis, plus on est mieux référencé. Mais il y a également un facteur de régularité. Google privilégie les entreprises qui ont une régularité dans leurs avis, positifs ou négatifs. C'est-à-dire que Google va privilégier une entreprise qui a 50 avis, mais qui sont répartis sur 5 ans,
plutôt qu'une entreprise qui a 50 avis, mais répartis sur 5 jours. Pourquoi? Parce qu'avec la régularité, Google estime que vous maintenez une régularité dans la qualité de votre offre de produits et de services, donc vous êtes plus légitime à être mis en avant dans les résultats de recherche. Ensuite, le contenu des avis va vraiment impacter votre référencement. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que derrière, c'est un avis où il y a juste des étoiles et rien d'écrit? Ça, c'est un peu dommage. Ce qui va vraiment compter, c'est les avis avec, en plus de ça, une rédaction, si possible, des mots-clés qui concernent votre activité. Si on est une agence web, il faudrait que des personnes nous donnent des avis positifs en disant agence web ou agence de communication digitale formidable. Si on est dans l'agro, si on est par exemple un magasin Auchan, c'est merci à toute l'équipe du magasin Auchan de nous avoir organisé cet événement, de nous avoir conseillé. Enfin bon, ça, libre à vous de repérer les mots-clés qui pourraient être intéressants. Et il faut savoir que dans les commentaires et avis Google, on peut intégrer des images et des vidéos. Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu le Saint Graal, c'est très rare. Ça marche beaucoup avec la restauration notamment. Et enfin, la polarité, plus ou moins positif ou négatif, qui va compter également dans les avis. Voilà, vous avez toutes les infos pour être prêt à contrôler votre e-réputation. La présentation n'est pas finie parce que je vais rallumer mon son pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Sachez que toutefois, si jamais vous en avez besoin, tous ces éléments vous seront communiqués et seront possibles d'être retrouvés sur la chaîne YouTube de Piloteam. Bon, j'espère que ça vous a été utile en tout cas et que vous êtes motivé à essayer de récolter plein d'avis positifs et exploiter ces différentes techniques. N'oubliez pas que la première étape, c'est être présent. Commencez par créer vos comptes sociaux si vous en avez éventuellement l'utilité. Une bonne page LinkedIn, ça vaut déjà bien le coup parce que c'est le meilleur moyen d'apparaître dans les résultats de recherche Google. Alors, je regarde s'il y a quelques questions. Ouais, en effet, on a optimisé notre nom sur Google My Business. Je réponds à Arnaud, là, à Arnaud Ursin, tout simplement pour améliorer notre référencement naturel sur ces mots-clés. Je ne me souviens plus exactement ce qu'on a dit. Agence digitale WordPress, tout à fait. On est 100% WordPress Nation. Le lien Google Review n'est valable que si les clients ont une adresse Gmail. Tout à fait, en fait, parce que pour laisser un avis Google, on est obligé de se connecter. Voilà, avec une adresse Gmail. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à donner ce qui peut avoir de la valeur pour vous aussi, c'est donner un lien TripAdvisor ou donner un lien de votre page Facebook. Merci tout le monde. Xavier Freddy, une question de détail, comment faire pour interroger Google sans être pollué par nos propres recherches? Ah, très bonne question. Ce que je vous recommande, c'est une petite navigation privée. Alors moi, c'est ce que je fais toujours sans exception lorsque je fais du référencement naturel. C'est alors sur Windows, c'est Ctrl-Shift-N, sur Mac, c'est Command-Shift-N, et je vous montre, tac, hop, ça ouvre une fenêtre qui vous permet en fait d'être en navigation privée, donc en dehors de l'historique déjà existant. Donc les moteurs de recherche ne seront pas influencés en tout cas par votre localisation et par votre historique. Merci Frédéric et Oledi, c'est gentil. Et Cécile. Merci Cyril. C'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent pas mal, donc j'essaie de communiquer mon enthousiasme. Bon, à votre disposition, encore une fois, si vous avez des questions. Sinon, je pense qu'on va être OK. Alors, comment faire pour faire remonter, mettre en avant les avis qu'ils sont sur des forums? Alors, vous n'aurez malheureusement pas la main là-dessus.
Alors, tout dépend. Et puis, ça va beaucoup dépendre de la plateforme, en fait, parce qu'elles ont toutes leurs différents fonctionnements. Si c'est des avis avec des étoiles ou des notes, malheureusement, vous ne pourrez pas vraiment les faire influencer dessus. Voilà. Le pouvoir que vous aurez, ça sera votre droit de réponse. Sur Mac, alors soit vous faites, alors moi je suis sur Chrome, hein, c'est fichier et une nouvelle fenêtre de navigation privée. Sinon c'est commande Shift N. Voilà. Merci Gilles, c'est super positif. Stacy, est-ce qu'un référencement sur Google est obligatoire pour toutes les entreprises, même start-up? Alors, c'est pas forcément obligatoire. C'est surtout que ça va être un vrai outil pour les internautes qui vont vous rechercher. Moi, je vous recommande sans exception. En fait, c'est gratuit en plus, donc autant le faire. Et très simple à paramétrer. Google a tout intérêt à ce que vous l'utilisiez, donc il facilite vraiment la gestion de ces outils-là. Pourquoi? Parce que derrière, ça vous permet de mettre en avant déjà toutes vos coordonnées. Donc, est-ce que vous avez euh, un, un siège où on peut venir vous rendre visite? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Ça vous permet de mettre en avant des contenus de votre site web ou des articles de blog très intéressants. Ça, c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent, ça a 1 an. Chez Google, on peut rédiger des articles de blog. Donc, ça peut être un moyen pour vous de mettre en avant votre expertise et ensuite de faire un petit lien vers votre blog. Je vous recommande vraiment de le faire, hein. Ça coûte rien du tout. Et en plus de ça, Google vous demande une catégorie. En fait, on pourrait faire même un webinaire dédié à au Google My Business, mais Google vous demande une catégorie en fait d'entreprise, et cette catégorie, par exemple, si vous êtes dans la menuiserie ou l'outillage, je pense à Castorama ou à Leroy Merlin, par exemple, vous permet d'être mieux référencé sur cette thématique-là. Donc, je vous recommande de le faire. Et aussi, oui, je laisserai. Moi, je peux pas vous contacter en privé, mais n'hésitez pas à contacter Julien de Romeu, le capitaine de l'agence, qui sera ravi de vous répondre. Jean-Luc, comment dénoncer et gérer les fakes négatifs d'un concurrent? Alors, ça arrive très souvent en restauration et je suis absolument d'accord. C'est quelque chose que je vois beaucoup. Moi, je suis pas non plus expert en gestion d'avis négatifs. Par contre, vous pouvez tout à fait les signaler en masse, hein, même. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment pris en compte par Facebook, notamment Google My Business. Je sais moins. En tout cas, je sais que Facebook, qui a été beaucoup décrié par les restaurateurs. Notamment, on appelle ça la guerre des restaurateurs. Il y a eu un gros tollé et ça a été beaucoup mis en avant notamment par un restaurateur qui a posté un gros coup de gueule il y a 2 ans et qui a été accompagné par Philippe Etchebest. Pourquoi? Parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires négatifs de personnes qui ne s'y connaissent pas forcément en gastronomie et de concurrents mal intentionnés. Je ne connais pas d'autre moyen vraiment que de signaler les commentaires. Malheureusement, en plus, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'une fois que ça commence, il y a certains restaurateurs qui, pour rester concurrentiels, sont obligés à leur tour de faire des commentaires négatifs sur leurs clients. Donc, et malheureusement, ça a été aussi un moteur de la croissance de TripAdvisor alors aujourd'hui, TripAdvisor se fait très attention, mais a laissé courir un petit peu ça pendant un certain temps, parce que l'objectif de TripAdvisor, c'est de générer de l'activité, et tout le monde s'est emparé de cette plateforme, et cette garde des restaurateurs les a plutôt servis qu'autre chose, quoi. Voilà. J'espère vous avoir répondu. Bon, et bien sinon, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la mer du web et sur des webinars. À très bientôt tout le monde et merci de votre présence.